le chapitre qui viendront par la suite. Alors ici, nous avons un vecteur U et à n dimensions. La représentation algébrique d'un tel vecteur U est donnée par U1, U2, Un. C'est la projection de U sur chaque axe. Par exemple, si on est dans l'espace tridimensionnel, donc U sera égal à U1, U2, U3, qui est la projection du vecteur 3D sur les axes X, Y et Z, en coordonnées cartésiennes. Bon, on commence avec l'addition de vecteurs. Si nous avons deux vecteurs U et V, vous savez que voilà, si vous tracez ce vecteur, qui a l'origine de U et la fin qui est la fin de vecteur V, c'est le vecteur résultat, donc c'est U plus V. Bon, avec la représentation algébrique, U plus V, c'est U1 plus V1, U2 plus V2 jusqu'à U1 plus Vn. C'est-à-dire qu'effectivement, on projette les deux vecteurs sur les axes et après sur chaque axe, on fait l'addition. Bon, les exemples de D3D, par exemple, vecteur 4,1 plus vecteur 3,2 donnera vecteur 7,3. Ou vecteur 1,4,1 plus 2,1,3 en 3D donnera le vecteur 3,5,2. Alors, si on va faire la soustraction, c'est comme si on fait l'addition avec le vecteur dans le sens inverse. Donc, U moins V, c'est égal à U plus moins V. Donc, U moins V sera égal à U1 moins V1, U2 moins V2, UN moins Vn. Produit par un escalaire. Ce n'est pas le produit escalaire, mais c'est produit par un escalaire. Si nous avons un vecteur U, on multiplie par un escalaire M, le résultat est MU. Donc, on ne change pas l'orientation, c'est la même direction, mais c'est juste changement de norme ou de la taille de vecteur qui est après la norme de vecteur. Donc, MU est égal à MU1, MU2, MUN. Chaque composante de vecteur, qui est sa projection sur chaque axe, sera multipliée par M, tout simplement. Exemple de D3D, 1 tiers de 2, 4 est égal à 2 tiers et 4 tiers. 4 fois 2, 3, 1 sera égal à 8, 12 et 4. C'est toujours la même direction, mais bon, la norme ou la taille de vecteur sera différente. Produit escalaire de deux vecteurs, ce qu'on avait vu dans le cas d'intersection entre rayon et plan. Alors, nous avons deux vecteurs U et V, l'angle entre les deux est θ. Alors, U et V, qui est produit escalaire, bon, un point montre le produit escalaire, est égal à la norme de U multiplié par la norme de V multiplié par cosinus θ. C'est pour cette raison que quand θ était 90, dans le cas de la normale à la surface, donc cosinus θ 0, le résultat était 0. Donc si θ est 1, la valeur sera maximale. Si c'est 90, c'est 0 et valeur minimale. Donc le résultat est un scalaire, tout simplement. Alors nous, on ne le fait pas en utilisant cosinus θ, ça revient au même. On fait en utilisant la représentation algébrique. Donc U1, V1 est égal à U1, U2, U3, en l'espace 3D, c'est l'exemple espace 3D. V1, V2, V3, ce qui est égal à U1, V1, U2, V2, U3, V3. Parce que, effectivement, quand on projette les deux vecteurs sur les axes, sur chaque axe, donc,
L'angle est 0 et cosinus est égal à 1. C'est pour ça qu'on trouvera directement la norme de U1 multipliée par la norme de V1. Et la même chose pour U2, V2, U3, V3. Et les autres termes sont nuls si vous faites produit effectivement des deux produits matriciels entre ces deux vecteurs parce que l'angle sera égal à 90. Bon, donc nous, même si le résultat est strictement pareil, on n'utilise pas directement cosinus. Et dans les calculs qu'on fait, ça serait U1, V1, U2, V2, U3, V3. Ce qui signifie tout simplement, connaissant les deux vecteurs, on peut calculer donc le produit escalaire et même ça en temps réel. Bon, un exemple numérique 3D, produit escalaire entre 3, 1, 2 et 2, 4, 2 sera égal à 3 fois 2 plus 1 fois 4 plus 2 fois 2, ce qui est égal à 6 plus 4 plus 4 égale 14. Bon, n'hésitez pas, si vous avez des questions, vous activez votre microphone et vous posez vos questions. Produit vectoriel entre deux vecteurs. Donc, nous avons deux vecteurs U et V. Le résultat aussi est un vecteur U multiplié par V. Ça, c'est le signe au produit vectoriel. Point, c'est le signe au produit scalaire. Et là, signe de multiplication et le signe de produit vectoriel. Quelle est la direction de vecteur UV? On peut déterminer avec la main droite. Donc, si je vous dois passe de U à V dans ce sens-là, les pertes que vous pouvez voir, votre pouce indiquera la direction, donc, le produit vectoriel, qui est effectivement perpendiculaire au plan UV, comme on peut voir ici. Alors, quelle est la valeur ou la norme de résultat? Quelle est la norme de UV? La norme de UV est égale à la norme de U multipliée par la norme de V multipliée par sinus θ. C'est pour ça que si les deux vecteurs sont superposés, sinus 0 est 0. Donc le résultat est 0. Et par contre, si θ est 90 degrés, donc le vecteur résultat sera avec la plus grande donc, taille ou la norme. La taille ou norme maximale. Donc ça varie entre 0 à la valeur maximale, qui est la norme de U multipliée par la norme de V. Bon, donc, on utilise produit vectoriel pour faire la normale à la surface. Comme tout à l'heure, on avait besoin de normale à la surface. Il suffit de prendre deux vecteurs dans le plan et faire le produit vectoriel. Et nous, d'habitude, les plans qu'on a sont les plans des polygones. Donc, les vecteurs sont connus. Vous prenez deux côtés, deux bords de polygones comme deux vecteurs connus, et vous faites le produit vectoriel entre les deux, et vous trouvez automatiquement la normale à la surface. Donc, tout simplement, côté pratique. Ce ne sont pas deux vecteurs quelconques, ce sont deux bords de polygone. Bon, donc, ce qui est important, le résultat est un vecteur perpendiculaire au plan UV, et la direction, on peut trouver avec la main droite, comme on peut voir ici. Alors, produit vectoriel entre U et V est égal au produit vectoriel entre moins V et U. Parce qu'ici, vous pouvez voir, si on fait produit entre V et U, c'est dans le sens opposé de produit entre U et V. Toujours avec la main droite, on peut voir la direction, et donc la norme de vecteur résultat sera le même. Bon, donc,
UV est égal à moins VU, et donc on va juste changer le sens de vecteur réseau. Toujours avec la main. Y a-t-il de questions? Bon, donc, désormais, vous savez comment il faut trouver la normale à la surface. Un dernier rappel, ce n'est pas un rappel vraiment sur le vecteur, mais un rappel sur l'interpolation linéaire qu'on va utiliser aussi. Si on a deux valeurs connues, par exemple A et B, sont deux valeurs connues, donc on sait que pour le point A, la valeur est A, pour le point B, la valeur est B. Quelle sera la valeur pour un point P entre les deux, entre A et B? Par exemple, imaginons que A et B sont 2 pixels. Donc on connaît la valeur, c'est-à-dire la quantité lumineuse, la couleur de chaque pixel, A pour le pixel A, B pour le pixel B. Pour un point entre les deux, comment on peut trouver la valeur de P? On fait une interpolation linéaire. Évidemment, c'est clair que l'influence des deux valeurs, A et B, sont proportionnelles, inversement proportionnelles à leur distance par rapport à P. Plus c'est proche au point P, plus l'influence est forte. Dans cet exemple, on peut voir que P est plus proche de A, donc l'influence de A est plus forte sur P que l'influence de P. C'est toujours inversement proportionnel à la distance. C'est obtenu par D2A plus D1B, D1B, divisé par D1 plus D2. Prenons un exemple. Si D1 égale 2, D2 égale 4. Donc, pour P, on va avoir 4 fois A plus 2 fois B divisé par 2 plus 4. Ça va donner 2 tiers de A et 1 tiers de B. Et c'est normal, car la distance est 2 fois moins importante, D1 est 2 fois moins importante que D2. Et parce que c'est inversement proportionnel à la distance, c'est normal que l'influence de A soit 2 fois plus que l'influence de B. C'est pour ça qu'on a 2 tiers de A et 1 tiers de B. Y a-t-il des questions? Alors, on va utiliser tout ça dans le chapitre suivant et même les chapitres qui viendront après. Notamment interpolation linéaire, on l'utilisera partout, y compris en deuxième. Alors, si vous n'avez pas de questions sur ce rappel, plutôt le vecteur et rappel mathématique, on va continuer avec un nouveau chapitre. Initiation couleur et ombrage. On va commencer avec les couleurs. Bon, on va voir une brève introduction ici, et après on va compléter ça en deuxième année. Alors, pour qu'on puisse voir les objets de la scène, une scène donc naturelle, il faut éclairer la scène. Donc, l'énergie en provenance de la source lumineuse arrive aux objets de la scène. Une partie de l'énergie absorbée sera transformée en chaleur, et une partie sera réfléchie par les objets et arrivera à l'observateur. Donc, quelle partie est réfléchie, quelle partie de l'énergie est absorbée et transformée en chaleur, ça dépendra de la couleur de l'objet et de la couleur de la source lumineuse. Par exemple, si nous avons le soleil qui éclaire un objet, ici la poire, qui est un objet vert, va absorber toutes les longueurs d'onde qui n'appartiennent pas à sa couleur verte, et
Cette énergie sera transformée en chaleur. Par contre, va réfléchir les longueurs d'onde qui correspondent effectivement à la couleur verte. Alors, cette partie de l'énergie arrive à l'observateur. Alors, l'énergie achromatique, on n'a pas notion de couleur dans l'énergie. L'énergie en rapport avec l'intensité lumineuse. Plus l'énergie existe, plus l'intensité sera forte. La perception de couleur est liée effectivement aux longueurs d'onde, parce que chaque longueur d'onde peut être considérée comme un signal sinusoïdal avec une amplitude. L'amplitude donnera l'intensité de la couleur qui est associée avec la fréquence ou la longueur d'onde de cette composante fréquentielle. Et on verra donc, on a vu un peu en traitement image, on verra de façon plus complète en deuxième année, que l'image qui est formée sur la rétine, on a deux types donc de photorécepteurs, des bâtonnets et des cônes. Pour la réception donc de l'énergie, l'intensité lumineuse, par des bâtonnets et les cônes pour la perception de couleurs, parce qu'on a trois types de cônes pour les trois composantes de couleurs qui sont rouge, vert et bleu. Bon, mais qui sera l'objet au cours de deuxième année. Donc tout ce qu'il faut savoir effectivement, donc l'énergie en rapport avec l'intensité lumineuse ou luminance et la longueur d'onde avec les couleurs. Bon, les couleurs visibles, on avait vu en traitement d'image, donc on peut passer rapidement. Les couleurs visibles sont entre à peu près 400 nanomètres à 700 voire 800 nanomètres. En synthèse d'image, on travaille exclusivement sur les longueurs d'onde visibles, contrairement au traitement d'image. Bon, si on regarde ça dans la bande fréquentielle des ondes électromagnétiques, car la lumière est une onde électromagnétique, on peut voir que la lumière visible est juste une petite bande étroite dans la bande des ondes électromagnétiques. Les longueurs d'onde inférieures à 300 nanomètres correspondent à des autres fréquences, car le rapport est inverse entre la fréquence et la longueur d'onde. Donc ici, on est dans une zone d'ultraviolet. Les longueurs d'onde supérieures à 700 voire 800 nanomètres correspondent à des basses fréquences, donc c'est pour ça que cette zone est appelée infrarouge. Alors, ce qui nous intéresse plus particulièrement sont les systèmes de couleurs. Quels systèmes de couleurs on peut utiliser pour la synthèse d'images? Et également, quel système de couleurs utiliser dans les systèmes graphiques pour affichage des images. On peut avoir plusieurs modèles de représentation de couleurs en synthèse d'images. Ça dépendra de ce qu'on va calculer avec quelle précision. On peut aller, si on va avoir des calculs très précis, vers le modèle spectral. Donc, cette fois-ci, les couleurs sont représentées par le modèle spectral, c'est-à-dire par les fréquences associées à chaque longueur d'onde. Car certains phénomènes que nous avons vus en lancer de rayon, comme par exemple la réfraction, vous avez constaté que ça dépend de longueur d'onde. Parce qu'on a donné indice de réfraction qu'en fonction de lambda, qui est longueur d'onde. Notamment l'exemple que j'avais déjà cité, je pense, et l'arc-en-ciel. Si on veut faire la synthèse de l'arc-en-ciel, qui est la réfraction de la lumière dans les gouttes d'eau, il faut utiliser le modèle spectral. Mais à la fin, il faut revenir vers le modèle RVD, qui est utilisé dans les systèmes graphiques et aussi ailleurs. Donc, c'est quoi le système RVD qu'on va étudier cette année et les autres, ça serait l'an prochain, en deuxième année. C'est un système de couleurs en coordonnées cartésiennes, dont chaque axe correspond à une primitive de base, qui sont des primitives rouges, vertes et bleues, donc de couleurs. Et la couleur est définie dans un cube d'unité.
Ça, c'est le cube d'unité. Ça, c'est l'origine, le système cartésien. Les trois axes qu'on peut voir, le rouge et vert. Bon, ici, nous avons 0, 0, 1, c'est-à-dire 0 pour rouge, 0 pour vert, 1 pour bleu. C'est la couleur bleu, donc pure ou saturée. Ici, nous avons 0, 1, 0, donc 0 pour rouge, 1 pour vert, 0 pour bleu. Ça, c'est vert saturé. Et ici, pour rouge, on a 1, 0, 0. Donc, composante rouge est maximale et les deux autres sont à 0. Donc, nous avons ici uniquement du rouge. Et partout ailleurs, dans ce cube, on a effectivement une combinaison des trois couleurs de base. On peut voir quelques exemples, notamment ici, ce qu'on appelle des couleurs complémentaires qui sont utilisées, on verra par la suite, dans le système soustractif. Par exemple, cyan est une combinaison de bleu et de vert. Par contre, il n'y a pas de rouge dedans. Ou magenta, une combinaison, donc, entre rouge et bleu. Il n'y a pas de vert. Et finalement, jaune, si on combine vert et rouge, on va obtenir donc jaune, parce qu'on a à la fois le rouge et le vert. Donc, ça, c'est le cube d'unité avec les couleurs. Comme vous pouvez constater ici, ça, c'est le blanc. Et sur l'axe, sur la diagonale, donc, ici, diagonale principale, on a des niveaux de gris entre noir pour 0, 0, 0 et blanc pour 1, 1, 1. Blanc signifie qu'on a les trois couleurs de base avec leur intensité maximale. Donc, l'ensemble des couleurs, on peut voir à l'intérieur du cube. Enfin, ici, on ne peut voir que les faces extérieures, mais à l'intérieur, on va voir différentes couleurs, notamment les niveaux de gris. Par exemple, le sommet qui est caché, c'est noir. Et diagonale montre effectivement les niveaux de gris, les différentes couleurs. Alors, c'est un système additif, donc on ajoute des longueurs d'onde aux autres longueurs d'onde pour produire une nouvelle couleur. Ici, nous avons un exemple. On a trois projecteurs, par exemple, avec les trois couleurs de base. Sur votre moniteur, vous pouvez faire pareil ici. À l'intersection entre les trois, avec l'intensité maximale, on a du blanc. À l'intensité de deux, on a des couleurs complémentaires. Par exemple, considérez bleu et vert, on a cyan. Considérez bleu et rouge, on a magenta. Considérez rouge et vert, on a du jaune. Alors, ce système additif est utilisé pour les moniteurs, les vidéoprojecteurs, etc. Additif car on ajoute les longueurs d'onde pour avoir différentes couleurs. À l'opposé, on a le modèle CMJ à base de couleurs complémentaires ici, qui sont cyan, jaune et magenta, qui sont des couleurs complémentaires comme on avait vu, donc de bleu, de vert et de rouge. Il s'agit d'un système soustractif pour les imprimantes. Comment ça marche donc? Sur une feuille blanche, vous déposez des couleurs, trois couleurs de base, cyan, jaune et magenta. Si on fait comme ça, on regarde à l'intersection entre les trois couleurs, on ne voit rien. Pourquoi? C'est du noir, car chaque couche de couleur agit comme un filtre. Donc, par exemple, la couche ici cyan laisse passer la longueur d'onde qui correspond à cyan. Et cyan, c'est quoi? C'est bleu et vert. Donc, cette couche va filtrer rouge. Bon, de façon similaire pour les deux autres couches, ils vont filtrer toute la longueur d'onde qui n'appartient pas à leur couleur. C'est pour ça qu'au milieu, une fois que nous avons utilisé les trois filtres, toutes les longueurs d'onde sont supprimées et on a du noir. Puis ici, à l'intersection des deux, on a du vert. Est-ce que vous pouvez expliquer pourquoi ici on a du vert?
à l'intersection donc, de cyan et de jaune? La réponse est là. Donc, vous pouvez répondre en utilisant effectivement le cube unité de RVB, parce que nous avons à la fois RVB, à la fois aussi CMJ là-dessus. Alors, la question, je répète, est pourquoi à l'intersection entre cyan et jaune, le résultat est vert? Est-ce que quelqu'un va répondre volontairement? Du coup, monsieur, on a... Ouais. Allez-y, pour un peu répondre. Bon, au moins l'un des deux. J'avais l'impression que... Bon, alors, allez-y. Parce que c'est un système additif et que si... Non, ici, on a un système soustractif. Système est soustractif. C'est pas additif. Du coup, monsieur... Chaque couche est comme un filtre. On fait la soustraction entre le jaune, comment dire, entre le jaune et le cyan. Donc 1 moins 0, c'est... bon, 1 moins 0, c'est 0. 1 moins 1, c'est 0. 0 moins... Je pense que normalement l'inversion, 0 moins 1. Je pense que c'est... Je sais pas, mais... Je pense que... Alors là, si vous voulez faire vraiment soustraction, à un moment donné, vous allez trouver moins 1. Parce que si vous voulez faire soustraction de cyan moins jaune, ça va donner moins 1. Si vous voulez faire soustraction de jaune moins cyan, ça va donner aussi moins 1 ici. Bon, ce n'est pas soustraction au sens mathématique du terme. Je sais pas. C'est soustraction de longueur d'onde ou filtrage ou filtré. Ah, d'accord. Bon, j'ai bien compris. Alors, donc, voilà, je donne l'explication. Bon, ce n'est pas tout à fait soustraction. Qu'est-ce qui se passe si on va mélanger cyan et jaune dans un système soustractif, où à la fois cyan et également jaune agit comme des filtres? Si on va laisser passer juste ses propres longueurs d'onde, la même chose pour le jaune. Alors, ce qui reste visible à l'intersection des deux, ce qui est en commun entre les deux, les longueurs d'onde qui sont en commun entre les deux. Alors, on regarde ce qui est en commun entre cyan et jaune. Effectivement, ce n'est pas le rouge, parce que pour cyan, c'est 0. Pour jaune, c'est 1. Ce n'est pas le bleu, car pour cyan, c'est 1. Pour jaune, c'est 0. C'est quoi qui a un élément commun entre les deux? C'est le vert. Vous voyez, dans cyan, c'est égal à 1. Dans jaune, c'est égal à 1. Donc, si on superpose les deux, on va filtrer le bleu, on va filtrer le rouge, et le résultat sera uniquement le vert. Est-ce que c'est clair? Je ne sais pas si votre microphone est toujours actif. Oui, c'est bien, c'est bien. Je vous entends pas. Vous pouvez répéter, s'il vous plaît? Oui, monsieur, j'ai bien compris. Du coup, donc, le jeu, c'est que, comment dire, c'est au niveau des ondes. Donc, si on laisse passer, comment dire, des ondes, par exemple, comment dire, laisse passer le rouge et le bleu, et capte, par exemple, le cyan. C'est que ça? Non, c'est élément commun au sens filtrage. Je dis c'est soustractif, c'est au sens filtrage. Ouais. On va soustraire les longueurs d'onde. Et là, on peut voir élément commun ici entre cyan et jaune et le vert. Parce que vous avez vert qui est égal à 1 ici et vert qui est égal à 1 ici. Donc, le résultat sera ça. Vous ne faites pas soustraction. Alors, si vous tenez faire une opération mathématique, vous faites et logique, à la limite. Bon, si vous faites et logique, vous allez avoir le résultat. Bon, en tout cas, c'est expliqué par longueur d'onde commun entre les deux. Ou si vous voulez, les couleurs qui sont en commune entre les deux. Entre les deux, ce qui est en commun, c'est le vert. C'est ça l'explication scientifique. Bon. Y a-t-il de questions? Alors, ce système est utilisé pour des imprimantes, pour des raisons à la fois de qualité
également économie, on ajoute de l'encre ou de poudre noire. Parce que si vous avez un imprimante jet d'encre ou de laser, vous avez de l'encre ou de poudre, peu importe. Avec les 3 couleurs de base, on peut faire du noir, mais c'est du gaspillage, donc utiliser 3 couleurs pour faire du noir. Surtout que voilà, il y a beaucoup de choses qui sont imprimées en noir, comme le texte par exemple. Donc pour ça, on a directement l'encre ou poudre noire. Également, la qualité sera meilleure. Donc, c'est ce qu'on va voir l'an prochain quand on va parler des systèmes de couleurs et des imprimantes, etc. Bon. Donc, système CMJ avec les couleurs complémentaires de RPP. Y a-t-il de questions? Alors, s'il n'y a pas de questions, on peut aller vers vos questions concernant le partiel. Donc, je vais répondre d'abord à vos questions dans le cas de partiel et après, je vais vous montrer